Voilà, Léo, tout à l'heure, vous a présenté l'enjeu de l'état hydrique ou du statut hydrique en viticulture à l'échelle du territoire. Moi, je vais vous en parler plutôt à un niveau plus précis, à l'échelle de la parcelle ou de l'exploitation, et dans un contexte de changement climatique. Donc, changement climatique qui n'aura échappé à personne, en particulier avec l'été qu'on vient de vivre, mais pour lequel on mentionne souvent des adaptations à long terme, notamment avec l'amélioration variétale et les techniques de plantation. Or, il existe tout un tas de pratiques d'ordre tactique qu'on va pouvoir mettre en place au vignoble dès demain, dès 2023, pour adapter la vigne, aider la vigne à s'adapter plutôt aux épisodes de sécheresse, aux épisodes de canicule. Et ça tombe bien, parce que la profession est en demande. Et puis, ce sont aussi des pratiques qui vont favoriser ou en tout cas encourager des économies d'eau. Et on en a besoin. Après ça, on aime bien commencer par cette image. Ça permet de remettre le contexte. On voit la surface de la planète Terre. Et la première sphère qu'on voit à la droite de la Terre, ça correspond à toute l'eau qu'il y a sur Terre. Ça représente une sphère de à peu près 1300 km de diamètre. Et si on prend la portion douce de cette eau, on obtient la toute petite sphère à droite qui fait à peu près un diamètre de 272 km. Et là, on comprend qu'on a besoin d'être super intelligent dans notre gestion de cette ressource eau. Et la viticulture ne produit pas quelque chose d'alimentaire. Le produit de la viticulture ne se mange pas. Donc, on a une responsabilité encore plus importante, plus élevée, à être intelligent dans notre gestion de la ressource en eau. Donc pour faire ça, en fait, à l'échelle de la parcelle ou de l'exploitation, on a besoin de connaître précisément en fait les besoins de la vigne pour pouvoir décider s'il faut intervenir ou pas, si on peut se permettre d'économiser de l'eau. Et quand je parle de l'eau, je parle bien de l'eau à la fois présente dans le sol, le réservoir racinaire, ou l'eau qu'on pourrait apporter par irrigation. Et donc pour mieux comprendre les besoins de la vigne et donc pouvoir se permettre de répondre ou pas à ces besoins, on a besoin en fait de mesurer précisément le statut hydrique de la vigne pour rationaliser en fait nos décisions, pour les optimiser et optimiser l'utilisation de l'eau au vignoble. À l'échelle de la parcelle, ça nécessite de comprendre en fait le fonctionnement, les besoins de la plante et donc le fonctionnement du continuum sol-plante-atmosphère, duquel on a déjà parlé aujourd'hui. Et donc, on sait bien que la réponse de la vigne en termes de statut hydrique va être en fait une réponse aux variations des deux compartiments que sont le sol et l'atmosphère. Donc, pour pouvoir agir au vignoble, on a besoin de comprendre le fonctionnement de ce continuum, Et donc, on a 3 compartiments. Donc, on a besoin en fait de réaliser des mesures sur au moins 2 de ces compartiments pour pouvoir déduire le 3e et prendre une décision. Mais le problème en viticulture, ou plutôt le challenge en viticulture, et Serge l'a mentionné pour la viticulture, pour l'arbo, c'est qu'on sait que la capacité de la vigne à extraire l'eau du sol peut varier d'une vigne à l'autre en fonction du cépage, du porte-greffe, de la modalité de conduite, mais aussi au cours de la saison. Donc ça signifie que à partir d'une mesure de la teneur en eau du sol, par exemple une mesure faite avec une sonde tensiométrique, on ne va pas être en capacité d'inférer, de comprendre précisément si l'eau du sol va pouvoir permettre de répondre aux besoins de la vigne et quel est son statut hydrique pour, par exemple, justifier d'une pratique culturelle ou justifier d'une irrigation. Donc, on doit se tourner vers 2 mesures qui sont la mesure sur la plante et la mesure sur l'atmosphère que l'on fait avec des données météorologiques. Et donc là, je vais me concentrer principalement pour cette présentation sur notre approche plante avec la mesure de flux de sève. Alors très rapidement, la mesure de flux de sève, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une estimation du débit de la sève dans une section pérenne de la vigne, par exemple un bras de vigne. Et on va faire cette estimation en fait en chauffant localement le bras de vigne. Donc on voit ici la résistance sur le capteur. Et en mesurant de part et d'autre de cette résistance la différence de température. Donc avec cette différence de température, on va être en capacité d'estimer une vitesse de circulation de la sève. Et avec la section du bras de vigne, on va en déduire un débit. Donc on comprend, c'est un capteur non invasif. C'est non invasif, non destructif.
Donc ça, c'est sous l'hypothèse qu'on n'a pas d'arrivée ou de perte de chaleur de l'extérieur. Donc c'est pourquoi le capteur est bien isolé. Et donc à droite, je vous ai mis une photo d'un site entièrement équipé avec la vigne, son capteur bien isolé, le data logger, le data sender pour envoyer les données et le panneau solaire pour l'autonomie en énergie. Et donc avec ces capteurs, on va être en mesure de mesurer justement la transpiration de la vigne, donc le débit de sève. Et donc on obtient des profils au cours de la saison qui sont comme celui-ci. On mesure la transpiration en millimètres en fonction des dates civiles, mais souvent on réfléchit en temps thermique aussi. Et on obtient une mesure toutes les 15 minutes qu'on est capable d'inférer à l'échelle d'une heure, de la journée ou plus. Et cette mesure, donc cette donnée, on va l'interpréter en tant que telle au début de la saison, jusqu'en fait au pic de transpiration qu'on voit, par exemple là au début août. Et ensuite, on va l'interpréter de manière relative, justement au pic de transpiration. Concrètement, ça veut dire que au cours du mois d'août, par exemple, on va plutôt réfléchir en termes de pourcentage de confort hydrique. C'est-à-dire, est-ce que la vigne est à 100% de la transpiration qu'elle pourrait avoir? Est-ce qu'elle est encore au pic? Ok, donc là, elle est plutôt confortable. Mais si elle est à 50%, alors c'est-à-dire on comprend qu'elle est en stress hydrique. Donc cette mesure, elle a, à mon sens, deux grands avantages. La première, c'est que c'est une mesure continue. Donc, elle va nous permettre déjà de s'affranchir des problématiques d'échantillonnage temporel. Donc, concrètement, c'est à quelle date, à quelle heure je vais faire ma mesure, parce qu'on comprend bien quand on parle de statut hydrique que si on fait une mesure à un temps T et qu'il y a un nuage, ou 2 heures plus tard et qu'il n'y a plus de nuage, en fait, on va pas avoir la même réponse de la vigne, on va pas mesurer la même chose, on va pas prendre les mêmes décisions in fine. Donc ça, c'est un premier point. Et puis ensuite, la mesure continue, elle va aussi nous permettre d'analyser des tendances, des profils. Est-ce que la vigne a atteint tel niveau de confort de transpiration? Mais est-ce que ce niveau va plutôt chuter? Est-ce qu'il va chuter rapidement ou pas? Donc pour pouvoir ensuite prendre des décisions au vignoble. Donc voilà, la mesure continue, pour reprendre des mots de la présentation précédente de Serge que j'ai noté, que j'ai bien aimé, c'est du détail pour comprendre au sein de la journée, entre les journées, et puis du global pour décider. Et justement, cette mesure, elle est aussi disponible en temps réel, donc elle va nous permettre d'actionner, de prendre des décisions qu'on va directement appliquer au vignoble. Donc, avec cette donnée, on va être en capacité d'accompagner nos clients dans la décision de plusieurs pratiques culturelles, comme la destruction de l'enherbement, et notamment de la date de la destruction de l'enherbement. Et là, ce qu'on observe chez nos clients, c'est qu'en majorité, on va être en capacité, on va pouvoir moduler la transpiration de la vigne, donc l'utilisation de l'eau du sol par la vigne, de 15 à 20% en millésime humide et de 0% en millésime sec, parce qu'en fait, la destruction de l'enherbement se fait naturellement. Pour ce qui est de la manipulation de la canopée, et notamment de la date et de l'intensité du premier essimage, des règles de décision basées sur l'interprétation de la donnée de flux de sève va permettre de moduler de 10 à 15%, encore une fois, la transpiration de la vigne, donc l'utilisation de l'eau du sol par la vigne. Et pour ce qui est de l'irrigation, en moyenne, on va pouvoir, en établissant des règles de décision stables sur la base de la donnée de flux de sève et aussi de l'analyse des données météorologiques. Je le dis pas à chaque fois, mais ces deux analyses de données vont de pair. On va pouvoir économiser en moyenne jusqu'à 60% de l'eau, cette fois apportée pour l'irrigation. Ça, c'est des données qui sont issues d'une étude réalisée auprès de vos clients? Alors, les deux premiers encarts sont des données qui sont actualisées en cours d'année, enfin en cours de route, sur l'intégralité de nos clients. Et pour la troisième donnée, le troisième résultat, c'est un résultat qui a été validé par une tierce partie au cours d'un projet mené sur 150 hectares, qui avait été commandité par le gouvernement californien. Donc, on voit à Fruition que finalement, on a une donnée
qu'on rend accessible, qu'on prédigère via plusieurs indices. Donc, je vous ai parlé de la transpiration, je vous ai rapidement parlé aussi de l'indice de confort hydrique. Mais cette donnée, en fait, on va l'interpréter, l'analyser avec nos clients et l'inclure dans un conseil, donc dans un accompagnement personnalisé pour chaque client. Et ça, c'est très important. Parce qu'avant, on s'arrêtait à la première étape, c'est-à-dire que on poussait la technologie chez nos clients, on croyait très fort en le potentiel en fait de la donnée de flux de sève pour aider aux décisions des pratiques culturelles, et on voulait mettre cette donnée la plus claire possible dans les mains de nos clients. Donc c'est ce qu'on faisait avec l'installation des capteurs de flux de sève et la visualisation de la donnée sur notre plateforme 360 VT. Mais on s'est rendu compte en fait que nos clients n'avaient soit pas les compétences, soit pas le temps de finalement se connecter sur la plateforme et d'analyser ces données à leur juste potentiel. Et donc ça a donné lieu à un changement de modèle économique de Fruition Science, où maintenant ce n'est plus la donnée qu'on va pousser, mais bien le conseil qui accompagne cette donnée. Donc on va accompagner nos clients à la lecture de la donnée, à leur interprétation, et on va les accompagner juste pour qu'ils puissent actionner en fait les conclusions qu'ils auront pu prendre par analyse de données. Et puis la deuxième partie de notre conseil correspond à la prise en compte des contraintes logistiques de nos clients. Une fois qu'on a fait le diagnostic agronomique, ben voilà, on sait de quoi la plante a besoin, mais maintenant c'est est-ce qu'on est capable de lui fournir ce dont elle a besoin. Est-ce qu'on est en mesure, logistiquement parlant, et c'est un point très important, de prendre, de mettre en action cette décision. Est-ce que je dois retenir que le principal frein au déploiement de la solution, il n'est pas d'ordre technologique ou technique, mais il est de l'ordre vraiment presque managérial, si je reprends le thème de la contrainte logistique? Mais il y a deux freins qu'on rencontre. Le premier, c'est une compréhension agronomique fine et on va dire personnalisée, en tout cas à l'échelle de la parcelle ou d'un groupe de parcelles. Et donc ça, nos clients apprécient l'accompagnement en ce sens. Et ensuite, il y a un deuxième frein, c'est plutôt là, comme tu dis, le management de l'exploitation. L'intégration opérationnelle dans la gestion de mon exploitation. Et donc, on conseille beaucoup nos clients, par exemple, sur la mise en place des tours d'eau. Et bon, voilà, cette parcelle a besoin de tel, en termes d'irrigation, c'est plus pratique pour l'exemple, mais de temps d'irrigation, cette autre parcelle de temps d'irrigation, à quel moment? Comment on priorise les parcelles pour constituer un cours d'eau qui tienne en termes de volume, qui tienne en termes de temps. Et donc, pour reprendre les mots de Gilles en introduction et sa liste au Père Noël, finalement, avant, on utilisait la donnée flux de sève pour comprendre nos pratiques et leur impact, les pratiques culturelles, cette fois j'entends, sur la plante. On diffusait cette information, donc on la structurait, on la mettait à disposition dans notre plateforme 360 VT, mais on n'allait pas jusqu'au pilotage et à l'aide à la décision des pratiques culturelles, ce qu'on fait maintenant, et à l'optimisation des systèmes techniques, donc avec la prise en compte des contraintes logistiques. Voilà. Et pour terminer, quelques mots sur nos perspectives de travail. Donc, on a bien compris qu'à Fruition, le conseil était basé sur de la donnée de qualité. Je vous ai parlé de la donnée de flux de sève notamment. On utilise aussi d'autres observations de terrain et bien sûr les données météorologiques. Et ce qu'on souhaite de ces données, en fait, c'est qu'elles soient représentatives. Représentatives d'un fonctionnement physiologique de la vigne, dans le temps et dans l'espace. C'est beaucoup de questions qui sont posées justement de la part des participants. C'est quelle est la représentativité, le plan d'échantillonnage de ces capteurs à l'échelle d'une parcelle pour justement traduire l'hétérogénéité de certaines parcelles ou de certains vignobles. Et je crois que c'est justement un des axes de recherche en cours chez Fruition. Exactement. Donc, pour l'instant, avec un site de flux de sève, donc un site, c'est 2 plantes pour avoir toujours un backup si jamais. On s'attache surtout à la représentativité de la mesure en termes de fonctionnement physiologique de la plante et dans le temps, puisqu'avec cette mesure continue disponible en temps réel. Mais on est au courant qu'un site, ça représente une zone dans la parcelle ou une parcelle et qu'à l'échelle d'une exploitation, on a beaucoup de parcelles à gérer, et c'est sur quoi on travaille en ce moment, donc pour mettre en place en fait des techniques d'échantillonnage qui prennent en compte l'agronomie et les contraintes logistiques des exploitations pour permettre aussi un conseil qui soit basé sur une mesure représentative dans l'espace.
Donc ça, c'est des travaux qui sont en cours de test, notamment en hémisphère sud, au Chili et en Argentine. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et si jamais vous avez des questions, je me tiens prête à y répondre. Eh ben, il y en aura sûrement, j'imagine, au cours de la suite de la journée. Je vous invite à rejoindre votre place. Merci en tout cas pour cette présentation limpide.